Bonjour et bienvenue dans cette émission du 28 août 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à mes donateurs et abonnés, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Je vais revenir dans cette émission sur l'incroyable, l'invraisemblable, la rocambolesque arrestation de Pavel Durov, le fondateur et PDG de la messagerie Telegram, qui a été interpellé le 24 août vers 20h sur le tarmac de l'aéroport du Bourget et qui, d'après les nouvelles dont on dispose, risquerait jusqu'à 20 ans de prison s'il refusait de coopérer avec les autorités françaises et européennes. Alors, il y a un ensemble d'incohérences dans ce dossier absolument stupéfiant qui fait que les commentateurs s'en donnent à cœur joie. Il y a la théorie de la Mercedes disant que dans ce cas, il faudrait également interdire Mercedes et BMW car ces deux marques de voitures sont les bolides favoris pour les transports de trafic de drogue et autres transports. Un autre internaute a suggéré l'arrestation immédiate du PDG de la société BIC car les stylos ont été utilisés pendant des années pour communiquer par des terroristes et des malfaiteurs, ou encore le fait de dire que les opérateurs de téléphonie devraient être rendus responsables des communications qui circulent. Mais tout ceci, évidemment, est à nouveau, on est en Macronie de la foutaise, et Momochi nous rappelle que ce dont il est question, ça n'est pas du tout d'empêcher des contenus illégaux. L'arrestation de Durov en France, comme l'interdiction au Royaume-Uni de partager des infos sur les émeutes ou les situations d'insécurité qui se produisent, Telegram interdit au Brésil, ainsi que X, c'est en fait une attaque sur notre capacité à parler librement en ligne et de critiquer les gouvernements. Je rappelle une fois de plus qu'il y a un arsenal pénal qui existe déjà. Si nous tenons des propos racistes, homophobes, négationnistes, tout ce que vous voulez, il y a déjà tout ce qu'il faut dans la loi pour s'occuper de ces inconduites à des degrés divers. Et donc la vraie question, c'est, on voit cette attaque contre la liberté d'expression, mais à quoi joue Macron ? Et il s'est assez rapidement fendu d'un communiqué disant « Je lis de fausses informations » concernant la France suite à l'arrestation de Pavel Durov. La France est plus que tout attachée à la liberté d'expression, à l'esprit d'entreprise, à l'innovation, dans un état de droit. Bon, on sait que ça fait longtemps que la France n'est plus un état de droit, ne serait-ce que parce que les juridictions et les tribunaux ne remplissent plus leur rôle et que la séparation des pouvoirs n'est plus respectée. Donc voilà, toujours est-il qu'il s'est évidemment justifié à la Macron, ce qui m'a conduit à laisser un commentaire « Menteur et pervers pathologique, rien de ce que vous dites n'est à croire ». Car c'est évidemment le fond de l'affaire. Alors tout cela a créé une onde de choc absolument planétaire. Pourquoi ? Parce que ça fait longtemps qu'on sait que Telegram est une cible pour les régimes autoritaires, étant donné la relative confidentialité des contenus qui y circulent. Le lanceur d'alerte Edward Snowden, qui avait alerté en premier sur la réalité de ce système de contrôle délirant qui évalue en permanence ce que nous communiquons même à titre privé, a réagi en disant qu'il s'agissait évidemment d'une attaque contre les droits humains fondamentaux de liberté d'expression et d'association et qu'il était particulièrement consterné du fait que Macron soit descendu, se soit abaissé jusqu'au niveau de prendre des otages pour pouvoir obtenir l'accès à des communications privées. Le PDG de la plateforme de vidéo Rumble, lui, a quitté l'Europe après l'arrestation de Durov en adressant un message à Macron. Quand vous dites être attaché à la liberté d'expression, vous mentez. Nous avons une lettre de la France qui le prouve. Nous avons dû fermer Rumble en France parce que vous n'avez aucun engagement envers la liberté d'expression. Et en fait, c'est la honte dans le monde entier. Il faut se souvenir que Poutine avait essayé de contraindre Durov à donner des portes d'accès aux communications. Celui-ci avait refusé, avait quitté la Russie. Donc Didier Maïsto relève que ce que Poutine n'avait pas osé faire, Macron l'a fait. Et évidemment que cette décision lui vaut d'être critiquée dans le monde entier. Même l'Iran en vient à donner des leçons de liberté par un ayatollah, ce qui réjouit beaucoup Idriss Aberkan, mais effectivement on est dans des situations d'une cocasserie, d'une absurdité. On est dans le théâtre de l'absurde entre Alfred Jarry et Eugène Ionesco. Alors ça dit, cette affaire de l'arrestation de Durov sent très très mauvais pour la France. Même la Commission européenne a pris ses distances
en disant que cela n'avait rien à voir avec le règlement européen sur les services numériques, qui est déjà une monstruosité, qui est déjà un cheval de Troie de la censure la plus bête et méchante. Donc on peut se demander effectivement si Macron ne s'est pas pris les pieds dans le tapis. Elon Musk est monté au créneau et somme Macron de s'expliquer. Et puis Reuters, citant une source policière française, écrit que Durov est accusé de refuser de coopérer dans le domaine de la cybercriminalité et de la criminalité économique. Et Silvano Trotta commente à juste titre que s'ils laissent fuiter cela, c'est qu'ils ne sont pas fiers et qu'en réalité, ils n'ont strictement rien. Donc le monde entier se moque de Macron, mais les médias subventionnés chez nous, évidemment, le cachent aux Français et se pose la question de savoir ce qu'il va se passer. Alors, nous sommes dans l'actualité. Au moment où j'enregistre cette émission, Pavel Durov est encore en garde à vue depuis plusieurs jours maintenant. Il est tout à fait possible qu'il soit libéré rapidement, ou à l'inverse, qu'il soit mis en examen. Mais toujours est-il que ce qu'on sait de sources sûres, aujourd'hui, c'est qu'il risquerait par hypothèse 20 ans de prison, que la justice française considère que l'absence de modération et de coopération avec les forces de l'ordre, ainsi que les outils proposés par Telegram, numéro jetable, crypto-monnaie, le rendraient complice de trafic de stupéfiants, d'infractions pédocriminelles et d'escroqueries. Voilà. Rien que cela. Et effectivement, quand on voit le communiqué de presse du tribunal judiciaire de Paris, déjà on constate que l'enquête ne vise pas M. Durov, hein, c'est une enquête préliminaire contre inconnu, contre X, aurait-on dit à l'époque, qui vise à établir un certain nombre de délits. Hein. Information judiciaire a été ouverte contre personnes non dénommées, avec des chefs de complicité, principalement de tout un ensemble de délits évidemment très graves. Et puis la garde à vue, donc, qui normalement n'excède pas 48 heures, a été prolongée au motif que dans l'acte d'accusation contre personne non nommée figure la complicité d'associations de malfaiteurs, ce qui permet d'étendre la garde à vue jusqu'à 96 heures. Garde à vue qui, rappelons-le, est une singularité dans le domaine judiciaire, au fond c'est une espèce de réminiscence des lettres de cachet qui permet aux forces de police, sur instruction du politique, de mettre quelqu'un sous pression dans le but d'arracher des aveux pendant ce moment de très haute fragilité émotionnelle, en sachant que les aveux obtenus dans ces conditions déloyales sont tenus comme étant valables par la justice ordinaire. Alors, la presse française, évidemment, soutient le gouvernement. Vous voyez, les Échos, l'arrestation de Pavel Durov, un avertissement pour Elon Musk, qui est le nouveau mouton noir de la presse. Et puis, avec les modalités de langage habituelles, donc on parle du sulfureux patron russe de Telegram arrêté en France. C'est curieux, on parle pas tellement du sulfureux patron de LVMH pour Bernard Arnault, pour le sulfureux patron de l'Express condamné au pénal pour Alain Veil, du sulfureux patron d'Altis surendetté mêlé à différents scandales fiscaux et pénaux pour Patrick Drahi, du sulfureux baron du charbon à la fortune opaque pour Daniel Kretinsky. Non, le sulfureux, c'est réservé à des opposants, des dissidents, dont votre serviteur. J'ai eu l'honneur d'être sulfureux, d'être désigné comme sulfureux, ce qui conduit au bon tweet français, faisant un peu d'humour, mais qui décrit néanmoins fort bien le réel, à conclure que selon une étude qu'il a faite avec des potes, bah oui, de nos jours, hein, comme Molimar, 99,9% des journalistes mainstream sont des grosses putes, le 0,01% qui reste est une grosse pute en devenir, mais pour l'instant, c'est lui qui fait les cafés pour les grosses putes déjà établies. Excusez ce langage effectivement un peu vert, mais face à des événements et une situation aussi catastrophique, je crois qu'on est en droit de se lâcher dans une certaine grossièreté. La vulgarité la plus extrême habite dans les couloirs du pouvoir. Alors, on a appris en cours de route, et le Canard enchaîné, il faut le savoir, est devenu aussi une officine au service de l'État qui lâche des fuites à la demande du pouvoir exécutif. On se souvient qu'il avait été en première ligne dans le fait de saboter la candidature de François Fillon à l'élection présidentielle. Donc le Canard avait été instrumentalisé par les pouvoirs, le Bilderberg et ses relais en France, d'après la confidence même de François Fillon, pour torpiller sa candidature. Mais toujours est-il que le Canard enchaîné a révélé que Pavel Durov aurait déclaré à la police en garde à vue, donc bonjour la fuite, que le jour de son arrestation,
il avait rendez-vous avec Emmanuel Macron pour dîner avec lui à l'Élysée. Ce que l'Élysée a tout de suite démenti, en précisant au passage par un conseiller que le président était au Touquet. Enfin, on voit mal Pavel Durov mentir à ce sujet, et Candace Owens a tout de suite rebondi en disant « Mais attendez, ça il faut vérifier, parce que si c'est vrai, c'est de la psychopathie à son niveau le plus véridique, le plus authentique. Évidemment, nous qui suivons les frasques d'un président complètement en roue libre et objectivement psychopathe, nous savons que ces comportements relèvent bel et bien de cette catégorie. » Alors, Juan Branco, le célèbre avocat, est intervenu en disant qu'Emmanuel Macron doit s'expliquer sur cette affaire, parce qu'il faut savoir de surcroît que c'est Emmanuel Macron qui avait donné en 2021 un passeport français au titre, là encore, d'un fait du prince, service émérite rendu à la nation, et puis 3 ans après, il fait poursuivre cette personne pour ces mêmes faits qui l'avaient conduit à lui accorder une nationalité du fait de service émérite et le menacer de 20 ans de prison. Or, entre 2021 et 2024, le protocole de télégramme n'a absolument pas changé, le comportement des équipes n'a pas changé, la coopération avec les autorités françaises n'a officiellement pas changé, nous sommes face aux mêmes faits, donc là, effectivement, il y a à nouveau un énorme lézard. En 2019, Gilles Babinet du Conseil du numérique avait révélé que Macron et ses proches utilisaient Telegram malgré l'avis de la DGSE et de la DGSI. Donc il utilisait un réseau dont on dit aujourd'hui qu'il violerait des lois, rencontre Durov, et puis soudain il le fait jeter en tôle en prétendant que c'est pas du tout politique. Il y a effectivement un bug, donc on sait que le président français et son entourage utilisent activement la messagerie Telegram, y compris ces derniers jours. Donc il fait foutre le PDG en tôle, mais il continue d'utiliser la messagerie, et notamment ils ont commencé à l'utiliser en 2016-2017, précisément pour pouvoir organiser secrètement sa campagne, sur laquelle on sait que pèsent de lourds soupçons, notamment parce que McKinsey a mis à disposition des dizaines de collaborateurs à titre gracieux, et oui, purement bénévole, on a vu le retour d'ascenseur par la suite, et donc François Asselineau a raison de commenter l'arbin hypocrite. Macron ne s'attaque à Telegram que sur instruction du Deep State américain, c'est l'hypothèse que nous allons envisager tout prochainement. Il laisse tranquille Facebook qui travaille avec la CIA et le FBI. Et puis, comme si tout cela ne suffisait pas, Zoé Sagan a révélé de manière assez croustillante que Durov posséderait toutes les conversations Telegram du couple Macron, ce qui, le cas échéant, peut déboucher sur des révélations intéressantes. Alors, bien sûr, Kim.com, le fameux hacker réfugié actuellement en Nouvelle-Zélande et qui est sous le cas d'une possible extradition vers les États-Unis, relève que c'est scandaleux, qu'il va y avoir une bataille très dure et très longue en raison de l'ampleur, du nombre et du style d'assassinat de réputation des accusations. Il ne fait aucun doute à ses yeux que le gouvernement américain coordonne cette affaire. Seul le ministère de la Justice de Biden, détraqué comme il l'est, pourrait utiliser une guerre juridique aussi sale. Et Mike Benz, directeur exécutif de la Foundation for Freedom Online, ancien responsable de la cyberdéfense au département d'État US, que j'ai abondamment cité dans mon livre « La fabrication du désastre », parce qu'il a décrit la réalité de tout cet écosystème massif. On parle de centaines de milliards de dollars qui ont été investis pour surveiller l'ensemble des communications qui circulent sur le net, et notamment interférer avec tous ceux qui portent des critiques intelligentes sur le pouvoir en place. Eh bien, lui relève que l'opération menée par la France l'a été sinon sous l'ordre explicite des autorités américaines, au moins avec leur autorisation, voire leur aide pour la planification. Et il relève très justement qu'en fait, il suffirait, et il invite des représentants au Congrès américain à le faire, à convoquer des responsables de l'ambassade américaine à Paris et de les sommer de révéler les échanges de correspondance qu'il y a eu avec les autorités françaises pour savoir ce qu'il en est. Il révèle de toute manière que si l'ambassade américaine à Paris avait été en désaccord avec l'arrestation de Pavel Durov, eh bien, ils auraient fait pression sur le gouvernement français pour que cela n'advienne pas. Donc, de toute manière, il y a au moins la complicité tacite des États-Unis.
Alors on avait appris grâce à Tucker Carlson, qui avait publié cette interview il y a quelque temps, que Durov avait témoigné du fait qu'un de ses ingénieurs informaticiens avait été approché par le FBI pour installer une porte dérobée permettant aux agences de renseignement américaines d'espionner les utilisateurs. Et c'est toute leur idée. Ils veulent vraiment que tout soit espionné en permanence. Donc si vous utilisez par exemple la boîte de messagerie Gmail, eh bien vous savez ou vous ne savez pas que tous vos mails sont espionnés en permanence. Tout est scanné par des algorithmes, ou si vous êtes une personne en peu en vue, par des personnes en chair et en os. Et donc c'était ça qui avait été révélé par Pavel Durov. Et depuis son arrestation, la vidéo en question a été censurée, elle a sauté sur YouTube. Rappelons en passage que YouTube, Google, Alphabet, c'est l'écosystème en ligne de l'État profond américain. Donc là encore, si vous voulez savoir ce qui les habite, il suffit de voir comment ils se comportent, et notamment YouTube qui a une politique de censure extrêmement féroce. Alors il y a eu un autre coup de tonnerre simultané aux États-Unis, puisque selon le commentaire facétieux de Robert Kennedy Jr., qui a rejoint le camp de Donald Trump pour l'élection présidentielle, écoutez son commentaire, il semblerait que Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, donc Facebook et Instagram, a rejoint les rangs des tarés des complotistes qui affirmaient que l'administration Biden avait mis des pressions sur Facebook pour censurer la dissidence pendant le Covid. Et oui, on l'a vu, on en a fait l'expérience, on l'a dénoncé, cela a été démenti par la presse. Et bien voilà, aujourd'hui, Mark Zuckerberg regrette d'avoir supprimé certains contenus liés au Covid-19 sous la pression de l'administration Biden. Alors que s'est-il passé? Il a effectivement témoigné dans un courrier adressé à des parlementaires américains que, effectivement, l'administration Biden-Harris avait fait pression sur Facebook pour censurer le contenu relevant de la liberté d'expression circulant sur Instagram et Facebook. Donc Facebook a censuré des Américains, mais pas que des Américains, des Suisses, des Français, des populations du monde entier, et notamment qu'ils ont fait obstruction à ce que les informations authentiques révélées sur le scandale de l'ordinateur portable de Hunter Biden n'apparaissent et ne circulent, ce qui est une interférence massive avec le droit à l'information. Ceci dans les semaines précédant l'élection présidentielle de l'an 2000, ce que cela veut dire de 2020, pardon. Ce que cela veut dire en français, c'est que la Maison-Blanche, enfin l'équipe qui est arrivée à la Maison-Blanche, a interféré sciemment avec l'élection présidentielle de 2020 en veillant à ce que les réseaux sociaux censurent des informations authentiques. Alors on en saura davantage, bien sûr, mais comme le relève Michael Benz, il faut souligner la concomitance entre ces différents éléments. Donc Mark Zuckerberg a officiellement dénoncé les pressions que l'administration Biden-Harris lui a imposées. Chris Pavlovski, on l'a vu, le PDG de la plateforme Rumble, a quitté l'Europe pour éviter la censure. Donc, au final, Zuckerberg a obéi et il est libre. Pavlovski a refusé de plier, il fuit. Et Durov, qui ne veut pas brader la liberté d'expression, lui est en prison. Et donc, on comprend bien qu'on est dans une nouvelle étape de la guerre de l'information. Alors, Éric Archambault pose la question, croyez-vous que Zuckerberg soit sincère concernant ses regrets envers la censure? Eh bien, évidemment que non, il a le feu aux fesses, ça commence à sentir le roussi, parce que, de nouveau, un complot d'une telle ampleur, et c'est un complot, bien sûr, mais constitué de dizaines de conspirations, dont j'en ai déjà dévoilé un très très grand nombre, toutes celles de Fauci autour de la gestion du Covid, toutes celles précisément de la CIA et du FBI autour d'un ensemble de faits, dont la question de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Donc ça sent le roussi, ça craquelle de toutes parts. Et puis, au bon tweet français, souligne avec pertinence, au moment même où Macron arrête Durov, Zuckerberg fait une lettre dans laquelle il regrette d'avoir obéi à l'État profond US et d'avoir censuré Facebook au moment du Covid. Donc là, il y a quand même quelque chose d'un peu malheureux pour Macron dans la coïncidence. C'est comme si la mer se retirait et qu'il était tout seul, tout nu. Alors, il faut savoir de surcroît que les plateformes, donc Instagram et Facebook de Mark Zuckerberg, ont été identifiées comme étant des plaques tournantes pour le trafic d'enfants.
Oui, oui, ça a été utilisé massivement par les trafiquants d'enfants avec la complicité tacite des deux plateformes qui n'ont pas fait de travail de censure. Donc aujourd'hui, Thierry Breton veut censurer la libre expression sur les réseaux sociaux, mais les opérations criminelles menées notamment avec l'accord inévitablement, parce qu'il ne pouvait pas ne pas être au courant de Mark Zuckerberg, n'ont jamais fait l'objet d'aucune répression, d'aucune sorte. Donc le cercle Aristote, Pierre-Yves Rougeron, demande « Y a-t-il complicité de pédocriminalité ?» comme l'indique le parquet de Paris, en ce qui concerne également Mark Zuckerberg. Elon Musk, évidemment, enfonce le clou en disant Instagram est confronté à un énorme problème d'exploitation des enfants, mais Zuck n'est pas arrêté car il censure la liberté d'expression et permet au gouvernement d'accéder aux données des utilisateurs par des moyens détournés. Alors vraiment ce thème, ça fait longtemps que je le travaille en disant c'est le talon d'Achille du monstre. Et raison pour laquelle il faut concentrer aussi nos efforts à cet endroit. Donc, rappelons qu'un rapport officiel de l'inspecteur général de la sécurité intérieure des États-Unis un rapport a été publié révélant que l'administration Biden a perdu, écoutez bien, plus de 290 000 enfants migrants. Oui, des enfants migrants non accompagnés pour la plupart, qui franchissent la frontière sud des États-Unis et qui s'évanouissent dans la nature. Et Donald Trump, dans le cadre de sa campagne présidentielle, a récemment rappelé que l'immense majorité d'entre eux finit dans des statuts d'esclavage, esclavage sexuel ou à d'autres fins, et que tout cela s'est produit, là encore, avec la complicité tacite du plus haut niveau de l'État américain. J'ai rappelé également cette réalité que Free, donc cette boîte qui appartient à Xavier Niel, un des principaux oligarques français et le plus proche du pouvoir, héberge la moitié des fichiers pédopornographiques recensés sur Internet. J'avais dit à tort en France, en fait, il semble que c'est à l'échelle mondiale, d'après des ONG spécialisées dans le domaine. Donc Didier Maïsto a rappelé à toute fin utile que la France est le 3e pays hébergeur de contenu à caractère pédopornographique dans le monde derrière les Pays-Bas et les États-Unis, et que précisément Free, à l'échelle mondiale, est le principal fournisseur de fichiers pédopornographiques. Alors Maïsto demande, est-ce qu'il n'y aurait pas des oligarques français proches du président de la République qui hébergeraient des sites criminels pardis? Bon non, ce n'est pas possible une chose pareille. Sauf que si ça l'est, et donc effectivement cela commence à faire désordre dans le paysage. Pourquoi Xavier Niel n'est-il pas en prison? Pourquoi le parquet ne le poursuit-il pas? Sommes-nous encore dans un état de droit? Demande Juan Branco. Et puis Xavier Poussard, que je salue bien sûr à la tête de Faits et Documents, dit oui, comment est-ce qu'on explique cela? Et peut-être que le fait que, de nouveau, selon le témoignage de Juan Branco, Xavier Niel annonçait en personne dès janvier 2014 que Macron deviendrait président de la République, il est voyant, lui comme Attali, où il participe au même complot, pourrait être une explication possible à la différence de traitement entre Free et Telegram. Alors tout ceci a évidemment plongé Candace Owens en mode guerrière. La France accuse Pavel Durov d'avoir encouragé des délits pédophiles en raison de son refus de remettre le contrôle de Telegram. Mais quelle impudence, dit-elle, quand ils ont une première dame pédophile et que tout l'État profond est dirigé par des pédophiles. Tout le monde doit en parler. Alors il y a deux explications annexes qui peuvent avoir joué un rôle dans la décision. La première, c'est qu'il apparaît qu'effectivement l'application Telegram est très utilisée des deux côtés du conflit en Ukraine, du côté ukrainien et du côté russe, et que donc peut-être que c'est une tentative de l'État profond américain pour accéder aux communications du côté russe. Et puis, le quotidien Haaretz en Israël a quand même relevé que des pirates informatiques anti-israéliens ont volé tout récemment des quantités considérables de données sensibles publiées sur Telegram et que Telegram a refusé de censurer ces contenus. Et donc, puisqu'on sait que nos gouvernements sont aux ordres de la clique psychopathe au pouvoir en Israël, qu'ils obtempèrent aux instructions qui leur sont données, on peut se demander quel est le rôle joué par le Mossad et par le gouvernement israélien.
Alors, il subsiste malgré tout un doute à un endroit, qui est que, et John McAfee, avant de décéder dans des conditions extrêmement suspectes, je rappelle que ça a été le créateur du premier antivirus, et donc un excellent connaisseur de la cybersécurité, lui avait dit, mais attendez, Telegram est compromis depuis longtemps, la confidentialité promise par des applications cryptées n'existe pas plus qu'avec ProtonMail d'ailleurs, et donc dans la réalité, les services français, américains, anglais, russes, chinois, israéliens ont accès au réseau Telegram et surveillent en permanence nos contenus. Donc ça pose quand même une petite question, parce que si l'enjeu de confidentialité n'est pas réel, c'est que la pièce de théâtre dans laquelle on est encore plus une pièce de théâtre que ce à quoi on pourrait penser. Et Kim Dotcom, vraiment qu'il convient de suivre parce qu'il dit des choses passionnantes, lui dit la même chose. C'est-à-dire que dès lors que vos smartphones, et notamment ceux sous Android ou iOS, donc du côté d'Apple, ont des portes d'entrée et des grandes failles de sécurité à dessein, de toute manière, vous ne pouvez pas avoir des communications sécurisées sur un smartphone et un logiciel d'exploitation qui ne l'est pas. Et il donne un petit truc tout à fait intéressant, vous voyez à quel point c'est cocasse, en disant, mais si vous vivez en dehors de la Chine communiste, le mieux à faire, c'est d'acheter un téléphone Huawei portable, installer l'application Session, parce que le gouvernement chinois ne partage pas le résultat de sa surveillance de masse avec l'Ouest. Et donc, si vous voulez vraiment être sécure dans vos communications, il vaut mieux vous réfugier dans l'écosystème en ligne de la Chine communiste dès lors que vous ne complotez pas contre le gouvernement chinois. Non mais c'est quand même extraordinaire, c'est comme ça qu'on est capable aujourd'hui, qu'on est en mesure d'échapper aux nuages de surveillance existants à l'Ouest. Alors cela dit, il y a des conséquences massives évidemment. Les Émirats arabes unis, il faut savoir que M. Durov a également la nationalité émirati, sont intervenus déjà pour pouvoir échanger avec M. Durov pendant sa garde à vue, et puis semble-t-il ont gelé la mise en œuvre d'un contrat d'achat de 80 avions de combat à la France suite à l'arrestation de Durov. Et puis évidemment que les dégâts en termes de perte de réputation, ce qu'on appelle le goodwill en anglais, c'est-à-dire tout ce qui fait votre bonne réputation et vous rend crédible en tant qu'interlocuteur et que partenaire fiable dans le domaine des affaires, est en train d'être complètement démoli par cette nouvelle stupidité macronienne. Le fondateur de ProtonMail, donc cette messagerie soi-disant sécurité mais qui ne l'est pas, a acté le suicide technologique de la France après l'inculpation infâme et délirante infligée à Durov, commente Aberkan. Et puis les charges invoquées comme contre Durov étant proprement insensées, Andy Yen, un commentateur, observe que si elles sont maintenues, il ne voit pas comment les fondateurs d'entreprises technologiques pourraient choisir de se rendre en France, d'y embaucher et de s'y installer. Il s'agit en réalité d'un suicide économique qui modifie rapidement et durablement la perception des fondateurs et des investisseurs. Mais j'avais donc montré dans mes 2 livres, Autopsie d'un désastre et La fabrication du désastre, que la destruction économique de la France est l'objectif d'Emmanuel Macron. Donc c'est totalement cohérent avec ça. Alors, toujours est-il qu'il y a des réactions. Libération, notamment, a titré « Emmanuel Macron devient un président toxique ». Bon, devient, c'est bien de se réveiller les mecs, Libération a été un petit peu longue, mais Campagnol, surtout, observe que quand Libération titre que Macron est devenu toxique, c'est que les Américains ont décidé de le débrancher. Libération, c'est la vitrine de la CIA et du Mossad en France. Alors, la conclusion, quelle est-elle ? C'est quand même une drôle d'affaire. Il y a un certain état de panique au sommet de l'état profond, c'est tout à fait évident, parce que voilà, l'édifice du mensonge se lézarde, et puis les révélations se succèdent. Tout récemment, c'est Tulsi Gabbard, donc une congressiste représentante au Congrès des États-Unis, qui avait été candidate à la primaire démocrate pour l'élection présidentielle, qui a lancé une bombe. Elle a rejoint le camp Trump, mais surtout en révélant qu'une cabale obscure d'élites non élues, parmi lesquelles figurent Barack Obama et Hillary Clinton, dirige secrètement le pays. Elle est allée plus loin, accusant le secrétaire d'État Anthony Blinken d'avoir transformé le département d'État en une arme au service du complexe militaro-industriel. Et Blinken a la double nationalité israélienne, donc on voit aussi au service de qui, avec un programme dangereux visant à entraîner l'Amérique dans une guerre mondiale perpétuelle. C'est la raison pour laquelle elle a choisi de changer de camp. Et cela, évidemment, ne fait que confirmer ce que nous décodons sur cette chaîne depuis 1 année et demie, c'est-à-dire que la presse occidentale sont devenues
devenus des marchands de guerre, des marchands de mort, et que toute la politique de nos États, de la gauche à la droite, de l'extrême gauche à l'extrême droite, est captive de cet agenda délirant. Alors cela dit, l'affaire évidemment est malgré tout complexe et assez fumeuse à bien des égards, donc un commentateur lui aussi averti, Black Band PTV, s'est dit qu'il commençait quand même à se demander si l'arrestation de Durov n'était pas un piège à miel avec 3 objectifs. Le premier, exposer Meta de Zuckerberg et le trafic sexuel d'enfants. Exposer en deuxième la corruption de la France et de Macron, parce que là, du coup, c'est visible à l'échelle mondiale. Et puis, in fine, renforcer paradoxalement Telegram, qui devient le martyr dans cette affaire, dont tout le monde vient à la rescousse et qui gagne plein de nouveaux abonnés et fait exploser sa crypto. C'est effectivement un des aspects intéressants, mais aussi potentiellement problématiques de cette plateforme. Et puis voilà, c'est vrai, Candace souligne, le monde entier a les yeux rivés sur la France en ce moment. Il y a aujourd'hui à la tête du gouvernement français, à l'Élysée, des psychopathes consanguins et pédophiles. Donc voilà, tout ceci éclate en pleine lumière. Alors comme toujours, que faire par rapport à ça? Didier Maisto nous a rappelé récemment, et je l'en remercie, que les gentils manifs avec des chants, des danses, des ballons rouges ne servent plus à rien, sauf à apporter un peu de plaisir pervers à l'autre dingue. Il devrait démissionner, il ne fera pas. Le Parlement devrait le destituer, il ne fera pas. Que reste-t-il? La révolution. Mais la révolution à l'ancienne, ça ne conduit que sur des horreurs, et étant donné le rapport de force, ça sera à notre désavantage. Reste bien sûr notre arme principale, l'arme du boycott. Donc Kim.com et bien d'autres ont appelé au boycott de la France jusqu'à ce que Pavel Durov soit relâché, en disant ne dépensez plus d'argent en France, ni sur des produits français, ni dans des voyages en France. Si vous voulez lutter pour la liberté d'expression, c'est le seul moyen pour y arriver. Et il faut aussi se souvenir que des compagnies, notamment américaines, sont actuellement en grande difficulté à cause du boycott autour de leur implication dans le génocide de Gaza. Et c'est pourquoi je me permets de le dire, notre moyen d'action le plus puissant, c'est le boycott. Alors il paraît qu'en France, on n'a pas le droit d'appeler au boycott. En Suisse, on a le droit. Donc bien sûr, il faut boycotter tous les médias mainstream, ça va de soi, mais aussi en France, moi le mot d'ordre et l'appel que je lancerai, c'est de boycotter le groupe Louis Vuitton. Pourquoi? Parce que Bernard Arnault est en réalité le président caché de la France. Rien ne se fait sans son accord. C'est lui l'interlocuteur des puissants à travers le monde. C'est un type dont son entourage le décrit, j'ai eu des témoignages de première main, comme assez abject. Il s'est enrichi d'une manière totalement abjecte au cours de cette crise. Il est totalement antisocial et brade les intérêts de la France. Donc ça pourrait être une cible de choix. Il faudrait comme ça définir quelques grandes entreprises françaises et mondialistes. Coca-Cola, boycottons massivement Coca-Cola, appelons au boycott de Coca-Cola, boycottons LVMH, boycottons les services de tous ces oligarques qui maintiennent une presse prostituée et toxique, et boycottons tous ceux qui ont fait Macron et qui permettent que ce psychopathe fini soit en train de détruire la France. Tel sera mon appel pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette émission et souhaitez soutenir mon travail, je vous rappelle qu'il est possible d'effectuer une donation du montant de votre choix ou de vous abonner, de souscrire à un abonnement à partir de 1 € par mois. Tous les détails figurent sur ma chaîne en ligne jdmichel.tv. À bientôt. Merci.